Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres, le deuxième du gouvernement Robert Begré-Mambé, réuni autour du président Alassane Ouattara. Le conseil s'est penché sur divers sujets, notamment l'adoption du projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2024. Ce budget est estimé à plus de 13 000 milliards de francs CFA. Et à la suite de ce conseil des ministres, le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé s'est entretenu avec des responsables des ambassades des États-Unis et de l'Union européenne. Le renforcement des axes de coopération avec les États-Unis et l'UE était au cœur des échanges. Comment faciliter les transferts de fonds de la diaspora ivoirienne? La question préoccupe les autorités en Côte d'Ivoire. Le gouvernement réfléchit donc à la mise en place d'un mécanisme. L'objectif est de permettre à la diaspora ivoirienne de contribuer efficacement au développement du pays. La paix se négocie au Soudan. Les pourparlers entre l'armée et les paramilitaires en guerre depuis plus de 6 mois vont reprendre sous médiation américano-saoudienne à Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce conflit, déclenché le 15 avril dernier, a fait plus de 9 000 morts et 5 600 000 déplacés, selon l'ONU. Soyez les bienvenus sur RTI1. Il y a eu conseil des ministres aujourd'hui au plateau. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et son équipe, réunis autour du président de la République Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, entre autres le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2024. Et ce budget est estimé à plus de 13 000 milliards 720 millions de francs CFA. Explication détaillée avec Viviane Aimé. Mis en place le 17 octobre dernier, le nouveau gouvernement est d'ores et déjà résolument au travail. Il s'est réuni ce mercredi 25 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour le traditionnel Conseil des ministres. Le point principal à l'ordre du jour de ce conseil, l'adoption du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Pour l'année 2024, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires. Dans cette perspective, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PS-Gouv 2021-2025, avec un accent particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJ-Gouv. Pour garantir l'atteinte de ces objectifs majeurs, le projet de budget de l'année 2024 est structuré en 31 dotations et 134 programmes déclinés au sein des institutions et des ministères. Il s'équilibre globalement en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA contre 11 694,4 milliards de francs CFA en 2023, soit une progression de 17,3%. Pour la construction de ce budget, nous comptons essentiellement sur les ressources intérieures. Et les ressources intérieures, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez les taxes douanières qui font partie donc de ces ressources intérieures à mobiliser. Vous avez les impôts, les différents impôts, dont notamment l'impôt foncier qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Vous avez la TVA qui fait partie de ces ressources à mobiliser. Donc nous avons la possibilité, si nous avons un bon taux je dirais, de pression fiscale, de pouvoir atteindre nos objectifs en la matière.
Mais cela ne peut se faire sans une forme de civisme fiscal des citoyens. Il faut que nous prenions conscience que nous devons payer nos impôts, nous devons payer nos taxes, et c'est essentiellement donc ces ressources-là qui permettent donc de constituer le budget de l'État. C'est vrai, il y a toujours quelques apports extérieurs, mais telles que les choses sont faites aujourd'hui, une grande partie du budget est constituée de nos propres ressources, les ressources donc des partenaires venant, je dirais, en appui. Mais l'essentiel, c'est nous-mêmes, et nous devons compter sur nous-mêmes, et nous avons la possibilité, nous avons la capacité d'améliorer donc, je dirais, ces recettes internes si nous nous comportons en citoyens. Si le gouvernement se donne ainsi les moyens pour poursuivre l'ambitieux programme de développement économique et social de la Côte d'Ivoire voulu par le chef de l'État, au cours de ce conseil, le président de la République a transmis des directives fermes au ministre. À la fin du conseil, le chef de l'État a de façon solennelle pris la parole pour donner des précisions sur une lettre circulaire qu'il a adressée à chacun des membres du gouvernement, une lettre nominative que chacun a reçue, afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques, dans le but de rappeler à chacune et à chacun les règles de bonne gouvernance faites d'efficacité, de rigueur et de transparence, règles auxquelles il attache du prix. Transparence et rigueur sont désormais critères déterminants. Et la Côte d'Ivoire au travail ne l'oubliera jamais. Le général Gaston Ouassena Koné, décédé le 8 août dernier, quitte définitivement les siens. La levée de corps de l'illustre disparu a eu lieu aujourd'hui à Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités. Le vice-président Témoko Méliet Koné représentait le chef de l'État. Abdoulaye Koné, Zakaria Traoré pour le reportage. Parents, amis, cadets de corps d'armée, présidents d'institutions, membres du gouvernement et hommes politiques, tous sont venus dire adieu au général Gaston Ouassena Koné. L'homme multidimensionnel qu'il fut aura marqué son temps, mieux, toute une génération d'Ivoiriens. C'est l'un de ses petits-enfants qui dira l'oraison funèbre. La ponctualité, le travail bien fait, l'équité sont entre autres des valeurs que Papy s'est employé à nous inculquer. Chaque fois qu'il avait l'occasion, il nous parlait de la Côte d'Ivoire, son pays qu'il chérissait tant, du temps de la colonisation, en passant par l'indépendance, le multipartisme, à l'époque, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies. Il était intarissable. Pour l'homélie consacrée à l'illustre disparu, le père célébrant a rappelé les valeurs cardinales de l'homme de foi et l'a surtout confié son âme à Dieu. Parce que le général Gaston Ouassena Koné aura servi la Côte d'Ivoire de l'époque de Félix Houphouët-Boigny à celle d'Alassane Ouattara, toute la Côte d'Ivoire était là pour soutenir sa famille biologique. Cette dernière a dit ses remerciements au chef de l'État, représenté par le vice-président de la République. Vous êtes venu non seulement en tant que membre de la famille du général Ouassena Koné, mais aussi pour représenter le chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Vous avez œuvré auprès du chef de l'État pour que toutes les dispositions soient prises afin que des obsèques dignes, et ce, à la dimension de l'homme, soient organisées en l'honneur de votre frère. Malgré la solennité de l'heure, la cérémonie s'est achevée par un jeu d'alliance pour satisfaire à la tradition en pays Tagbana. Voilà, ainsi va la vie. Pas de répit pour le chef du gouvernement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a reçu ce mercredi les ambassadeurs des États-Unis en Côte d'Ivoire et de l'Union européenne. Au cœur des échanges, le renforcement des axes de coopération entre le gouvernement américain et l'Union européenne. Alexis Ouedraogo. Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, à la primature ce mercredi.
Reçu par le chef du gouvernement, elle a tenu à féliciter le nouveau Premier ministre et l'excellence des relations entre les deux pays. À sa suite, Francesca Di Moro, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Côte d'Ivoire. C'était vraiment pour moi important de rendre compte des relations Union européenne-Côte d'Ivoire, des relations excellentes, des relations très multiformes, qui sont des relations politiques, des relations économiques, puisque l'Union européenne est le premier partenaire commercial et le premier investisseur en Côte d'Ivoire, et une relation qui va se développer encore plus. Et nous aussi, nous sommes parmi les premiers bailleurs en dons, et dans des appuis qui sont très variés, qui appuient la jeunesse, qui appuient la création d'emplois, qui appuient évidemment la durabilité, le cacao durable notamment, et puis tout ce qui est à faire avec paix et stabilité, et inclut la sécurité au nord de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne entretient depuis 1961 des relations privilégiées avec la Côte d'Ivoire. Voilà, nous changeons de décor pour l'Assemblée nationale. Devant les députés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, réussit à faire valider 3 textes de loi. Il s'agit entre autres du projet de loi de modification relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques. Ces projets ont été adoptés en commission, nous rapporte Konaté Moussa. La loi de septembre 2014 relative au financement des partis et groupements politiques ne prenait en compte que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Avec l'avènement du Sénat, cette loi connaît donc une modification par ordonnance. L'ordonnance portant modification des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi numéro 2004-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques permettra aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux groupes parlementaires au Sénat de bénéficier d'un financement sur fonds publics. Du reste, au terme de cette ordonnance modificative, le financement alloué aux partis et groupements politiques représente désormais le millième des recettes fiscales de l'État et non du budget de l'État. Le texte est adopté par les députés, ainsi que le projet de loi de ratification de l'ordonnance modifiant la loi de décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales. Ce projet de loi prévoit une hausse du nombre des vice-présidents des régions, des adjoints au maire, des conseillers municipaux et régionaux. S'agissant de la région, il est ainsi proposé de porter le nombre maximum de conseillers régionaux de 60 à 90, avec un minimum de 35 conseillers régionaux pour les régions dont la population est inférieure à 300 000 habitants. Quant au vice-président, le plafond a été porté à 8 pour les régions dont la population excède 1 million d'habitants contre 6 actuellement. Relativement à la commune, le nombre maximum de conseillers municipaux passera de 50 à 75, avec un minimum de 28 conseillers pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Quant aux agents au maire, le nombre maximal est passé de 6 à 8 pour les communes de plus de 1 million d'habitants. Les députés adoptent également le projet de loi portant modification de la loi 2014 portant création, organisation et fonctionnement du district autonome. Le texte précise que la fonction des sénateurs, tout comme celle du président d'institution, membres du gouvernement, députés, maires, président du conseil d'administration et directeur général de société publique, est incompatible avec le statut de gouverneur du district autonome. Et en marge de toutes ces activités, l'axe Yamoussoukro-N'Djamena se renforce. Le cadre s'inspire du modèle ivoirien sur les questions du genre et du développement. La ministre d'État cadienne chargée du genre et de la solidarité nationale est justement en visite dans notre pays. Elle a été reçue par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Adam Kakouadja Léon. Abdoulaye Kone Ngata Kwame pour le reportage. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Tchad sont au beau fixe. 2 mois après sa nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Femme, de la Promotion de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Amina Prissi Longo effectue une visite d'imprégnation en Côte d'Ivoire. Accompagnée de Nasseneba Touré, son homologue chargé du genre, de la famille et de l'enfant, elle était mardi au cabinet du nouveau patron de la diplomatie ivoirienne. C'est d'ailleurs l'ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies
qui nous fait le point de cette visite éclair. Notre collègue qui est arrivé du Tchad a souhaité nous rendre visite en nous faisant comprendre que le Tchad souhaitait s'inspirer de la Côte d'Ivoire, d'abord dans le domaine de l'équité du genre, ensuite dans le domaine du développement en général. Et nous lui avons dit que notre pays était totalement ouvert parce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un chef, en l'occurrence le président de la République, qui développe à l'intention des pays amis une très forte solidarité dans tous les domaines. Et que le peu que nous avons ici, nous sommes prêts à le partager. Et le peu que nous savons, nous sommes prêts à le partager avec nos frères africains dans une dynamique solidaire, dans un esprit de fraternité. La Côte d'Ivoire, locomotive de la région ouest africaine, est un modèle de développement économique et social, une réussite qui inspire la République du Tchad. Et on reste au ministère des Affaires étrangères avec cette question qui est au centre d'une rencontre tenue ce matin. Comment faciliter les transferts de fonds de la diaspora ivoirienne? Le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un mécanisme. L'objectif est clairement affiché, permettre à la diaspora ivoirienne de contribuer efficacement au développement de notre pays. Nous rapporte Chantal et Ouma Kanda. C'est une évidence. La diaspora ivoirienne représente un atout considérable, notamment en termes de mobilisation de ressources financières et de collecte d'épargne. Cependant, le déficit de statistiques rend illisibles les capacités de cette diaspora, d'où ces réflexions autour des transferts de fonds et des investissements potentiels par les Ivoiriens vivant à l'étranger. Beaucoup de nos compatriotes se sont expatriés et mènent des activités lucratives, n'est-ce pas, hors du territoire national. Mais une chose est de mener des activités hors du pays, mais une autre est de faire en sorte que les ressources générées à l'extérieur reviennent au pays. Trouver des mécanismes pour faciliter le retour, n'est-ce pas, des fonds qui peuvent aider à la Côte d'Ivoire à son développement. Il est question d'élaborer des bases de données statistiques fiables afin de créer un mécanisme réglementaire traçable et propice à un développement économique de la Côte d'Ivoire. Cet atelier-là est un cadre d'échange, de réflexion, mais aussi de réseautage entre les différents acteurs. Quels sont les enjeux et quels sont les défis qui nous attendent pour mieux capitaliser ces ressources-là? Il y a beaucoup de difficultés, mais nous pensons que la mutualisation des réflexions peut faciliter la capitalisation de ces ressources-là vers le développement de notre pays. Plusieurs appels publics à l'épargne émis par le Trésor sont vulgarisés partout, y compris dans les chancelleries à l'étranger. Le ministère des Finances et du Budget met à disposition des Ivoiriens étrangers la possibilité d'investir dans des titres publics. Nous avons déployé au sein des ambassades des représentants diplomatiques à l'étranger un dispositif de promotion de ces produits-là, un dispositif également d'accueil, de réception, bien sûr, des Ivoiriens qui vivent à l'étranger pour faire donc leur démarche auprès de l'autorité financière. L'assiette de mobilisation est loin d'être négligeable. Les dernières estimations font état d'environ 1 150 000 émigrés ivoiriens résidant à travers le monde, dont près de 80% d'entre eux résideraient en Afrique de l'Ouest. Selon la Banque mondiale, les flux de transfert de la diaspora ivoirienne vers la Côte d'Ivoire se chiffrent à 360 millions de dollars en 2020. Des défis sont aussi à relever dans le domaine de l'alimentation. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, aligne justement ses ambitions sur les objectifs mondiaux en termes d'alimentation. La 43e journée mondiale a mis en priorité l'approvisionnement en eau. Et l'État ivoirien, qui est orienté vers la création d'agropoles, adapte sa politique avec pour objectif l'irrigation des zones de production vivrière. Explication détaillée avec l'enseignant Bakayoko. Le constat de la communauté internationale est sans équivoque. La disponibilité de l'eau n'est pas en cause. Seulement une petite partie de cette eau est potable et exploitable à des fins industrielles et agricoles. Conséquence, la production vivrière n'est pas suffisante pour assurer l'alimentation de tous. Pour faire face à cette problématique, le gouvernement de Côte d'Ivoire a engagé divers programmes au nom desquels le vaste projet de pôle agro-industriel. Ce vaste projet des agropoles, soit 9 au total, prévoit des aménagements hydro-agricoles,
la réhabilitation de barrages et de systèmes hydrauliques villageois améliorés, la réparation de pompes manuelles, l'installation de nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine et de nouveaux HVA. Ce projet a démarré dans la région du Bélier avec 1835 hectares de périmètre irrigué et de bas-fonds rizicoles, ainsi que 335 hectares de périmètre maraîcher. Parallèlement, 50 nouveaux forages équipés de pompes à motricité humaine ont été installés, 10 systèmes hydrauliques villageois améliorés réhabilités et 15 autres créés. Reste à trouver les meilleures stratégies contre les chocs climatiques. Les chocs climatiques constituent une menace réelle pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés. Le Fonds vert pour le climat a officiellement approuvé un projet novateur visant à renforcer les capacités des femmes de Côte d'Ivoire à répondre efficacement aux risques climatiques. Ce financement du Fonds vert pour le climat devrait soutenir les petits exploitants agricoles, renforcer leur résilience économique, condition pour garantir la disponibilisation des produits alimentaires et l'approvisionnement des marchés. Et sur le front sanitaire, notre pays renforce la lutte contre la poliomyélite. Le deuxième passage des journées de vaccination vient d'être lancé. Le programme élargi de vaccination va sillonner 113 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire du 27 au 30 octobre prochain. Et plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés par la campagne. Didier Nguessan pour le reportage. La deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite se déroulera du 27 au 30 octobre prochain. Plus de 6,7 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont concernés sur l'ensemble du territoire, soit une couverture de 108% de la population cible. C'est une opportunité qu'on nous donne encore en faisant le deuxième passage de pouvoir donner aux enfants de 0 à 5 ans les 2 gouttes de polio, quel que soit le lieu où se trouvent, pour que d'ici la fin de l'année, nous ne parlerons plus de cas de poliomyélite retrouvés par-ci ou par-là. Le vaccin ne donne pas la fièvre ni la diarrhée et n'empêche pas les filles de faire des enfants. 2 gouttes sont administrées gratuitement à chaque enfant afin de le prémunir contre cette maladie invalidante. Rappelons que le premier passage a eu lieu du 22 au 25 septembre dernier. Et on rappelle aussi que le monde se ligue contre les changements climatiques et ses impacts. La tendance est à la multiplication des initiatives menant vers la transition écologique. Et l'État ivoirien soutenu par ses partenaires pour l'octroi des financements verts. On en sait plus avec notre reporter Franck Wadio. Les changements climatiques, un impact certain sur les économies, d'où l'émergence des financements verts pour accompagner les projets mettant en avant l'économie circulaire, entre autres. La réalité est qu'il est aujourd'hui ardu pour bien des pays, dont la Côte d'Ivoire, d'avoir accès à ce type de financement. Depuis 2009, depuis Copenhague, on parle de fonds vert climat, on parle de 100 milliards de dollars pour mettre ce fonds en marche. Et depuis lors, en tout cas, aucun pays africain, et la Côte d'Ivoire particulièrement, n'a accès à la finance climatique. Cette rencontre, inscrite dans le contexte de la 7e semaine globale pour la croissance initiée par le GGGI, est alors à propos. Il s'agit d'outiller les acteurs et partenaires locaux. C'est cette opportunité-là que nous donne ce matin le DJI pour amener toutes les parties prenantes, pour ne pas dire les acteurs ivoiriens, à maîtriser le processus, à monter les dossiers bancables. La Côte d'Ivoire, depuis 2021, est engagée aux côtés de la GGGI, Institut mondial pour la croissance verte. En ligne de mire, l'accès à des types de financement bien précis. La Côte d'Ivoire a indiqué l'investissement vert comme priorité, les actions climatiques comme priorité, mais également toutes les questions qui tournent autour de l'agriculture durable comme priorité. Et partant de ces priorités, il est utile pour nous de pouvoir donc asseoir
de manière concrète les différents programmes pour résoudre les priorités qui ont été soulignées par le pays. La question climatique, c'est aussi une préoccupation des collectivités. À cette rencontre, la région du Bélier, ancienne boucle du cacao, est bénéficiaire d'un plan climat territorial. On a fait le plan climat territorial. Il faut traduire maintenant ce plan en programme structurant et pouvoir ainsi lever les fonds qu'il faut. Nous serons probablement à la recherche d'au moins 33 milliards pour engager nos 24 actions qui ont été identifiées. Et c'est avec le DJI qu'aujourd'hui l'étude est faite. L'Institut mondial pour la croissance verte accompagne 72 pays partenaires et 45 pays membres. Et dans la charte de l'UEMOA, la libre circulation des personnes et des biens constitue l'un des engagements des chefs d'État et de gouvernement et de la communauté. Malheureusement, sur le terrain, cette mesure n'est pas totalement appliquée. Des entraves existent, mais comment justement les lever? Les acteurs de l'espace UEMOA réfléchissent au droit d'établissement et à la nouvelle plateforme de dématérialisation des procédures. On retrouve notre reporter Franck Adio pour les explications. Les barrières douanières, le retard administratif, les contrôles multiples aux frontières, aux corridors et les obstacles réglementaires sont en substance quelques entraves à la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire UEMOA. Des entraves qui impactent l'économie de la sous-région. Lever ces obstacles et faciliter les procédures sont au centre de cette rencontre initiée par l'UEMOA. Jusqu'ici, les griefs en tout cas que les populations ont à l'endroit en tout cas de la construction de l'édification communautaire, c'est toujours la question de la libre circulation et en particulier les entraves à la libre circulation. Et donc avec l'appui des partenaires, on a conçu une plateforme qui permet donc de signaler les entraves à la libre circulation pour que ces entraves soient prises en charge immédiatement par l'État concerné par la commission de l'UEMOA. Ces échanges sont l'occasion d'œuvrer à la mise en place d'outils de dématérialisation en vue de rendre fluide la circulation des produits dans l'espace UEMOA. Grâce à cette initiative, la commission de l'UEMOA qui nous met à disposition une plateforme sur les entraves à la libre circulation qui sont également des obstacles au commerce. Et également les questions de certificat d'origine. Donc toutes ces plateformes-là vont venir renforcer le dispositif en matière de commerce en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux dispositifs d'alerte viennent renforcer l'intégration régionale et consolider l'édification des marchés de l'Union. Et la Côte d'Ivoire qui brille à l'international. Les artistes Roselyne Layo, Didi B, KS Bloom et l'arrangeur Tamsir honorent notre pays à Kigali, au Rwanda. Ces artistes ivoiriens ont reçu des trophées. La première édition de Trace Award et ils ont été reçus par la ministre ivoirienne, la ministre ivoirienne de la culture et de la francophonie. La joie nous étreint bien sûr. À peine rentré de Kigali au Rwanda, où il prenait part aux Press Awards et festivals, les artistes Roselyne Layo, KS Bloom, Tamsir sont reçus par Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Ces artistes ont rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire à travers des trophées glanés. Roselyne Layo, sacrée révélation de l'année. KS Bloom, meilleur artiste gospel. L'arrangeur Tamsir, meilleur producteur. Didi B est reparti avec le trophée du meilleur artiste francophone. Belle moisson donc pour la Côte d'Ivoire. C'est une joie, c'est un honneur qu'on soit ici avec vous aujourd'hui. Ce trophée que vous voyez là, ce n'est pas pour nous, c'est pour le pays et c'est pour tous les francophones. C'est une fierté et c'est aussi preuve que le travail est apprécié. Des personnes remarquent ce qu'on fait et nous honorent avec ces trophées. Nous sommes très honorés. Nous tenons à dire un grand merci à Madame la ministre. Nous avons ramené ça pour la Côte d'Ivoire, pour la culture ivoirienne. Ces ambassadeurs culturels reçoivent les félicitations du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le chef de l'État a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse et comment mieux le récompenser qu'à travers ces trophées qui montrent que la musique ivoirienne est aujourd'hui reconnue de manière continentale et mondiale. On va aussi bien sûr remercier la première dame qui est aussi la marraine de tous les artistes qui y croient. Didi B qui a ramené aussi un prix n'est pas là, mais nous aurons l'occasion de présenter ces prix à la nation
tout entière. Plateforme multimédia dédiée à la musique et aux cultures africaines, cet événement a réuni des artistes d'une trentaine de pays pour 22 catégories de prix. La Côte d'Ivoire, honorée avec 4 trophées. Il donne bois, manioc, mais il boit voodoo, chacun la maison. Voilà, bravo à nos représentants. Reportage réalisé par Serge Pacom Didi et Herman Divé. Je vous propose de faire un tour en bref au niveau de l'actualité au Soudan, au Niger et dans la bande de Gaza avec Angela Diallo. Au Soudan, l'armée a annoncé que les négociations avec les paramilitaires vont reprendre sous médiation américo-saoudienne en Arabie saoudite. Selon un bilan des Nations Unies, depuis le 15 avril, le conflit au Soudan a fait au moins 9000 morts et 5,6 millions de personnes déplacées. Les paramilitaires des forces de soutien rapide n'ont pas encore réagi après cette annonce de l'armée. Au Niger, le jugement en appel du général Souleymane Salou a été rendu à Niamey. Âgé de 70 ans, il devrait sortir de prison très prochainement. Souleymane Salou était accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État contre le président Mahamadou Issoufou en 2015. Cet ancien chef d'état-major avait été condamné à 15 ans de prison en 2018. Lors du procès cette même année, le tribunal avait jugé les militaires coupables d'avoir mis en place un complot contre la sûreté de l'État. Ce mercredi, le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'un navire de la Marine nationale en Méditerranée orientale pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Et demain jeudi, un avion chargé de matériel médical devrait arriver en Égypte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 6 hôpitaux sont fermés par manque de combustible à Gaza où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau. Portez-vous très bien.